Je ne suis pas historienne, je suis donc fille de survivants, et ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est non pas les souffrances, comme disait Philippe Ménard, mais qu'est-ce qui se transmet aux enfants des survivants. Et c'est là-dessus que j'ai écrit un grand nombre d'ouvrages donc sur la transmission traumatique. Donc, je vais vous faire mon exposé, si vous voulez, va avoir en gros deux inspirations, deux centres d'inspiration. La première, c'est qu'on a beau savoir que ses parents sont des survivants, on n'arrive pas à y croire. Quand je dis qu'on n'arrive pas à y croire, c'est-à-dire que il est très difficile de concilier cette connaissance qu'on vient de survivants et en même temps de jouir de la vie normale que l'on rencontre, que j'ai rencontrée à l'école, dans mes études et dans ma vie de femme, si vous voulez. Donc il y a une espèce de dichotomie, donc on a du mal à comprendre ça. Donc mon exposé va avoir un pan comme ça sur une sorte d'incrédulité à croire, mais oui, je viens de là. Et la deuxième partie, qui sera peut-être plus facile à écouter, ce sera des textes, c'est-à-dire que ma difficulté à croire à cette affaire dont je vais parler vient de la confrontation de deux textes. Le premier, c'est celui du journal de déportation de mon père, qui a été publié déjà en 82 au temps moderne et en 90 dans un livre, mais qui a fait l'objet ici d'une publication très récente dans un ouvrage collectif particulièrement original parce que l'éditeur m'a proposé de faire paraître tout le facsimilé du journal, où l'on voit cette écriture très troublante, où il y a également la traduction et un certain nombre d'articles de psychanalystes qui réfléchissent sur ce document. Donc c'est un livre mixte, etc. Alors, mon exposé s'appelle « Lecture et refoulement d'un journal de déportation ». Oui, j'ai oublié de dire. Donc, l'autre texte, d'où viendront les extraits, c'est le journal de déportation de Yervant Odian, qui était, lui, non pas comme mon père, un jeune garçon de 14 ans, quasi illettré, je dirais, à l'époque, mais un écrivain célèbre de Constantinople qui a été raflé, comme vous disait Yves Ternon, non pas le 24 avril, mais un peu plus tard, parce qu'il s'était caché. Et cette confrontation des deux textes, dont vous entendrez les extraits, a produit sur moi un effet très troublant, parce que le texte de Yervant Odian, qui est paru récemment, je me suis dit, mais c'est donc vrai. Voilà. D'où le titre « Lecture et refoulement d'un journal de déportation ». Alors j'aimerais dès l'abord m'excuser du caractère autobiographique de mon intervention, qui, reprenant la fin de l'argumentaire de votre journée, je cite, porte notre attention sur les questions posées par la transmission de ces passés et par les vecteurs de cette transmission. Fin de citation. Mon intervention illustre donc en particulier ce que peut ressentir tout descendant d'un héritage traumatique lorsque celui-ci ne parvient à lire les textes relatifs aux événements et notamment aux lieux exterminateurs auxquels ont survécu ses ascendants, que très tardivement parvenu à tel carrefour de son destin. Et je parle des lieux parce que ce qui m'a absolument impressionné, c'est que Odian cite exactement les mêmes noms de villes. Et on se dit, mais donc ce que disait le père était vrai. Donc le propos de mon intervention se situe sur le terrain de la subjectivité. Il ne cherche pas à décrire un trajet de déportation, mais à suggérer comment peut se vivre la réception de celui-ci par un lecteur d'autant plus impliqué dans ce trajet qu'en héritier de survivants, il en incarne pour ainsi dire le miraculeux aboutissement. La méthode employée sera par ailleurs celle du recours à de nombreuses citations empruntées à deux sources différentes dont je vous ai parlé. L'exemple personnel que j'apporte intéressera aussi, en quelque sorte, comme cas clinique, tout psychanalyste curieux des effets persistants du refoulement, qui, chez un tel héritier, opère sans doute comme mesure de protection contre une transmission
dont la trace écrite menacerait la construction encore balbutiante de ces stratégies de survie. Il montre en effet combien est éprouvante pour ce descendant la confrontation avec le témoignage d'un écrivain célèbre, rapporteur des mêmes pages de l'histoire du monde que celles qu'il a pourtant déjà rencontrées dans les récits oraux ou écrits de sa famille. Cette lecture d'un auteur de sa culture et de sa langue vient en fait lui révéler brusquement l'incrédulité sous-jacente avec laquelle il avait dû initialement appréhender ces mêmes données, rapportées par un témoin qui lui était par trop intime. En d'autres termes, j'essaierai de rendre compte du bouleversement que j'ai ressenti l'été dernier en lisant le journal de déportation récemment paru en traduction de Yervant Odian, journaliste et écrivain satirique arménien, arrêté le 7 septembre 1915 après la rafle des intellectuels marquant le début du génocide arménien, et qui, survivant à ces années de déportation, ce qui est très rare, la plupart des intellectuels sont morts, ceux qui ont été raflés le 24 avril. Donc, qui, survivant à ces années de déportation dans les déserts syriens, confia en 1919 son expérience infernale au feuilleton d'un quotidien arménien de Constantinople. Ce bouleversement, dû à une simple lecture, transforma la perspective dans laquelle j'avais jusqu'à présent perçu des événements dont j'avais pourtant pris depuis longtemps connaissance en lisant un grand nombre d'ouvrages historiques et de témoignages sur ce premier génocide du XXe siècle, dont notamment le journal de déportation de mon père. Je me sentis comme menacée par l'écrit de ce journaliste témoin qui, inscrivant brutalement dans mon propre champ de perception la subjectivité d'un Constantinopolitain lettré, lucide, au style parfois picaresque, dans des évocations terrifiantes, modifiait totalement ma place et mon regard de lectrice face à des scènes insupportables qui ne m'étaient pourtant guère étrangères. Voici en quels termes l'expression de cette subjectivité s'affirmait encore obstinément en janvier 1919 dans une des lettres de Yervant Odian à un ami se trouvant alors à Paris. Je suis vivant, après une effroyable, une inimaginable odyssée de 3 ans et demi. J'ai été déporté jusqu'à Der Zor, dont on vous a parlé tout à l'heure, plus au sud, et encore plus au sud, dans le désert de Mésopotamie, à Al-Boussera, entre l'Euphrate et le fleuve Kabour, là exactement où Ézéchiel a eu ses visions. Je ne sais pas si je vais pouvoir écrire tel quel tout ce que j'ai vu, mais je vais essayer. Fin de citation. Ce vécu de menace, révélateur après coup d'un refoulement que je ressentis en lisant Odian, n'était pourtant pas totalement nouveau pour moi. J'avais déjà éprouvé une menace semblable à celle créée ici par la mise en distance d'un contenu familier, provoqué par le témoignage d'une personne socialement reconnue. Si la bonne distance émanait dans le cas présent d'une subjectivité qui s'interposait en tiers entre moi, lectrice, et des récits ghettoisants, cette distance s'était mise en place il y a quelque temps par l'interposition d'un corps, celui de la copiste que je fus, lorsque mes mains voulurent suivre à la trace les énonciations du témoin scripteur qu'avait été mon père. En effet, comme un récent recueil comprenant la traduction de son journal exigeait d'en avoir une version électronique, j'avais fait sciemment le choix de le recopier moi-même, alors que la solution de facilité aurait été de le scanner. Je tenais à reparcourir le terrible chemin de déportation de ce père adolescent en l'accompagnant patiemment de ma main, pas à pas, mot après mot. Me retrouvant ainsi, pendant la frappe, devant la réalité que déchiffrait chaque phrase de cette narration,
je me suis aperçu que malgré mes innombrables lectures, je ne l'avais lu qu'en l'évitant, n'en avait pas épuisé les affects empêchés qu'elle recélait et dont elle me chargeait encore maintenant de tant de larmes non versées. Le refoulement avait donc bien existé et le désir de ne plus entr'ouvrir la porte dévoilant ces espaces effrayants. Pendant ce travail de lectrice copiste, je vécus tous mes jours en 1915-1916, en compagnie de ce garçon d'à peine 14 ans, seul soutien après la mort du père, d'une mère résistante et digne. Ce couple uni face à l'impératif de rester en vie me transportait dans des déserts où soufflait la terreur, le meurtre, l'imminence du mourir. Je me retrouvais entièrement dans ces années, ces contrées-là. J'avais peur de voir ce qui allait survenir, peur de ce que les mots allaient afficher sur l'écran de l'ordinateur. Et au bout de ma copie, où, je cite, « En novembre 1919, on a pris le bateau et on est arrivé à Marseille 7 jours plus tard, c'est-à-dire en décembre, » fin de citation, je débarquais avec eux, délivré enfin de ma peur en terre de France. C'est alors que, rassuré par notre retour, délivré de cette menace des mots apparaissant sur l'écran, j'eus le courage d'examiner attentivement les papiers échoués de lieux et de temps si lointains dans l'enveloppe contenant les mystérieux cahiers du manuscrit. Je découvris alors 2 lettres. Elles sont reproduites, les enveloppes sont reproduites ici. Je découvris alors 2 lettres que je m'étais évertuée à ignorer jusqu'alors. Je les fis traduire. Elles étaient écrites juste 3 et 4 mois avant, je cite, notre arrivée à Marseille, par mes oncles vivant déjà en France. La première, de juin 1919, était une sorte d'avis de recherche expédié de Lyon, et la seconde, du mois suivant, s'adressait à la très vénérable grand-mère, chère mère Naïdé, retrouvée enfin vivante. En les lisant, je compris que j'avais eu encore besoin de la voix de ses contemporains pour pouvoir insérer dans une temporalité objective le texte que je venais de taper. « Douce mère, disait la dernière lettre, bien que nous n'ayons pas de nouvelles de vous depuis 4 ans, etc. Ce fut seulement alors que je réalisai la durée de 4 ans des épreuves de là-bas, alors que s'éprouvait après coup en moi l'angoisse vécue ici, à Lyon, dans ces 4 années sans nouvelles, angoisse qui allait bientôt se transformer en certitude, qu'aucun avis de recherche ne ferait revenir le père, c'est-à-dire mon grand-père. C'était donc encore une fois le refoulement qui m'avait éloigné d'aller voir ce que contenaient ces lettres menaçantes. Alors avant d'aller à mes citations, je vais vous faire partager une réflexion que j'ai eue en lisant un passage de Freud sur l'incrédulité. Avant d'examiner la révélation par ma lecture de Dian et pour la 3e fois de ce refoulement obstiné, symptôme d'incrédulité inconsciente dont mon cheminement progressif vers le point focal des charniers du désert, j'aimerais m'arrêter sur quelques lignes de Freud qui, dans un contexte différent, mais référé en dernier ressort à une relation au père, démasque l'incrédulité comme source d'un trouble de la connaissance. Freud écrit « Lorsque je me trouvais sur l'acropole et que mon regard embrassa le paysage, il me vint subitement cette curieuse pensée. Ainsi donc, tout cela existe effectivement comme nous l'avons appris à l'école. Comme quelqu'un qui, se promenant en Écosse sur les bords du lac Ness, verrait tout à coup devant soi, apporté sur le rivage par le flot, le corps du monstre dont on a tant parlé et qui se trouverait contraint à avouer « Il existe donc effectivement le serpent de mer auquel nous n'avons pas cru.
Une telle incrédulité est manifestement une tentative pour récuser un morceau de la réalité. Je ne me souviens pas simplement d'avoir, dans mes jeunes années, douté de jamais voir un jour l'Acropole moi-même, mais j'affirme qu'alors, je n'ai absolument pas cru à la réalité de l'Acropole. Sur l'Acropole, j'avais eu, ou aurais pu avoir, pour un moment ce sentiment, ce que je vois là n'est pas effectif. Pour dénoncer, alors fin de citation, pour dénoncer en le parodiant un mouvement psychique analogue qui dut s'esquisser en moi, je dirais qu'en lisant le témoignage de mon père, quelque chose en moi devait s'être dit, ce que je lis là n'est pas effectif, ou de façon plus insidieuse, ce que je lis là ne me concerne pas effectivement. Et c'est en lisant Yervant Odian cet été que j'ai réellement, je reprends Freud, vu tout à coup devant moi, apporté sur le rivage par le flot de l'Euphrate, le corps du monstre dont on m'a tant parlé et auquel je n'avais pas cru. Freud en arrive ainsi à la conclusion, je le recite, « Lors de ces phénomènes, nous apparaît comme étranger ou bien un morceau de la réalité, ou bien un morceau du moi propre. Dans ce dernier cas, on parle de dépersonnalisation. Ils servent tous à la défense, voulant tenir à distance du moi quelque chose, le dénier. » Fin de citation. J'en conclus donc que lors de mes très nombreuses lectures du manuscrit paternel, j'avais encore voulu tenir quelque chose à distance de moi, le dénier, en tant qu'impliquant ma propre existence actuelle. Or, je ne suis pas sans remarquer que pour illustrer ces phénomènes de dépersonnalisation, Freud prend un exemple mettant en jeu sa relation au père. Il écrit « Notre père avait été commerçant. Il n'avait pas reçu la formation du lycée. Athènes ne pouvait pas signifier grand-chose pour lui. Ce qui nous troublait dans la jouissance du voyage à Athènes était donc une motion de piété. » Fin de citation. Mon père, lui, avait certes été artisan, ainsi que beaucoup de survivants arméniens, et non un intellectuel brillant comme l'écrivain Odian. Comme celui de Freud, il n'avait pas reçu la formation du lycée. Mais si je me permets de rapprocher ces deux situations différentes de dépersonnalisation, c'est en raison de leur cause commune, la motion de piété, Regung der Pietät, envers le Père. Comme l'écrit Freud à Romain Rolland, en recourant à ce terme de racine latine, Pietät, véritable apax dans tout le corpus de son œuvre. Or, si le trouble du souvenir de Freud était dû à une motion de piété, le déni de la réalité dont mon trouble de lecture était certes dû, au moi menacé, refoulant de la lectrice, mais plus précisément sans doute à la piété vis-à-vis de sa représentation d'un père. Voici donc la seconde partie. Après avoir ainsi donné les raisons expliquant en quoi une lecture peut être menaçante, c'est-à-dire révélatrice du refoulement, je me contenterai de juxtaposer, en référence à des éléments spatio-temporels identiques, quelques extraits des deux témoignages en question, où le second, émanant d'un tiers reconnu, d'un écrivain célèbre, attribue une sorte d'indice de réalité aux événements du premier que mon imagination n'avait situé nulle part, comme si, ayant été des forfaits hors la loi, le lieu où il s'était déroulé échappait au regard, était interdit de visibilité. Or, depuis les travaux de Luba Jürgenson sur les camps staliniens, nous savons que les conditions de visibilité des lieux du monde dépendent, comme elle le rappelle, de leur rapport existant
ou non à la loi. Étudiant la représentation de l'espace dans les récits des camps, elle écrit avec une surprenante pertinence, je cite, « Le concept de visibilité doit être analysé en rapport avec la question de la loi. Un espace doté d'une téléologie négative est donc, par la force des choses, indéchiffrable. » Fin de citation. Ce qu'elle dit de l'invisible de l'archipel pourrait s'appliquer à l'invisible des déserts syriens. Je la cite encore. « Ce lieu, bien qu'omniprésent, doit échapper au regard, à la pensée. Son mode d'être est l'absence. Les camps sont situés dans un nulle part. » Aussi, malgré les notes, fin de citation, malgré les notes détaillées du traducteur du journal paternel, Krikor Beledian, auteur également de l'excellente préface du journal d'Odian, j'avais lu par exemple les 76 toponymes relevés scrupuleusement par la main de mon père du chemin de sa déportation, comme ceux de lieux enfouis dans un espace insondable, dangereux, qu'il m'était interdit de repérer sur une carte. Je dois d'ailleurs avouer que je ne les ai dénombrés, donc 76, à mon grand étonnement, que seulement pour le présent travail. Je vais donc citer à présent, réunis sous 3 chefs, les tableaux que brossent respectivement les 2 journaux de déportation. Le premier tableau, c'est la simultanéité des 3 pertes chez les déportés. Perte du pays, perte de la langue, perte de l'identité. Deuxièmement, la description de Derzor et des champs couverts de morts. Troisièmement, ça c'est plus facile à lire, le pittoresque des campements arabes. Ce rapprochement d'une observation faite par Odian, un résistant particulièrement intelligent et rusé, avec le style relevé d'un journaliste de la capitale que le préfacier compare à une caméra ambulante à qui est confié le travail d'enregistrer en continu une expérience qui se veut la moins personnelle possible, le rapprochement donc de ce type d'observation avec le compte-rendu d'un jeune homme illettré, presque, pas totalement puisqu'il a pu écrire, issu d'un monde rural, rédigeant dans une langue pauvre, mais dont le traducteur rend davantage que celui du journaliste le caractère charnel et coloré, finit par accréditer réciproquement chacun des 2 textes en ce qui leur est commun. C'est-à-dire, la culture n'est pas une affaire d'instruction, mais d'expérience. Chacun des 2 récits venant appuyer la réalité de l'autre, leur lecture conjuguée rend tout refoulement impossible et à la menace de leur confrontation succède l'acceptation de leur commune transmission. Alors, le premier rapprochement, je ne sais pas si je vais vous lire les textes du premier rapprochement parce que on m'a dit qu'il fallait être rapide, mais je vous le lirai si j'ai du temps. Le premier rapprochement montre la manière identique avec laquelle la nomination par les déportés de leur pays natal évoque en même temps leur activité identifiant d'autrefois dans un monde anéanti ou activité dérisoire dans l'urgence de la survie. La perte chez eux de cette double appartenance, située dans l'espace géographique, appartenance au pays et appartenance au travail. Cette double perte les dépouille totalement en attaquant dans le même temps leur attachement à leur langue et à leur identité, perdus ou sauvés selon l'âge qu'ils ont. Donc pour l'instant, je laisse de côté ces citations-là et je passe au deuxième. Le rapprochement suivant est dicté par le toponyme commun aux 2 textes d'Erzor, destination ultime de la déportation, désignée comme symbole de la fin des Arméniens restés encore en vie, et la traversée de lieux devenus des charniers. On notera que si Odian parle fort peu de lui-même,
et même avare de confidences, s'il tient à nous épargner ses états d'âme, ses angoisses, il mentionne tout de même parfois son désespoir, ce qui, étant donné ce qu'il vient de décrire, est un gigantesque euphémisme qui peut être comparé aux innombrables interrogations « mais à quoi bon ?» du jeune Altounian. Les deux textes nous montrent les mêmes paysages, les mêmes cadavres à l'abandon, le même soleil brûlant, la même menace de mort permanente. Alors, Yervant Odian. Le désespoir le plus complet nous envahissait. À Dérésor, il nous envoyait à présent plus loin, ce que disait Yves Ternon, dans des contrées encore plus désertiques. Le convoi avançait très lentement. Il y avait des femmes et des hommes âgés, ainsi que des enfants qui ne pouvaient marcher. Il y avait même un vieillard malade, octogénaire, avec des béquilles, absolument incapable de marcher. Baissant la tête, proférant des malédictions, portant leurs enfants en pleurant, des femmes dont le mari était mort ou avait été massacré erraient sur la route de sable sous un soleil brûlant. Pourquoi donc conduisait-on ces malheureux loin de Dérésor vers les déserts arides? Tout simplement pour les exterminer. Varlam Altounian. Nous sommes restés un jour à Dérésor. Nous avons pensé qu'ils nous déportaient également de là. Ils allaient nous tuer. Nous avons pensé alors nous évader. S'ils nous voyaient sur la route, ils nous tueraient. Bref, nous avons trouvé des compagnons. Nous étions à ce moment 7 femmes et 2 enfants. Nous sommes partis. Notre plan était de marcher la nuit, de dormir le jour pour ne pas se faire voir et d'atteindre Alep. Je vous disais tout à l'heure que quand je recopiais cela, j'avais peur de ce qui allait arriver. C'est-à-dire, je recopiais ça, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé après. Alors, je reviens à Odian. Nous sommes restés près de 10 jours à Osmanieh. Puis, on nous a fait reprendre la route en voiture vers Islahiye qui se situait à 2 jours. Sur cette route, nous avons vu la misère indescriptible des convois de déportés. Par milliers, des femmes, des jeunes filles, des garçons, courbés sous le poids de leurs fardeaux, en proie à leurs souffrances et épuisés, marchaient sans fin sur des routes escarpées, pierreuses, boueuses, laissant échapper des gémissements et des plaintes. Ici ou là, des corps déchiquetés par des oiseaux de proie, des chiens et des hyènes, des malades sans secours qui gémissaient sous des arbres, des nouveau-nés abandonnés qui vagissaient affamés, des morts mal enterrés, à la hâte et dont une jambe et un bras dépassent, d'horribles scènes d'enfer qu'aucun Dante n'a pu imaginer, des petits-enfants perdus ou abandonnés qui gémissent ou qui appellent « maman, maman » et auxquels personne ne répond. Fin de citation. Varlam Altounian. Nous étions fatigués, nous avions très faim, ainsi nous sommes restés sur les routes. Quand nous sommes arrivés à Aktarin, nous étions harcelés d'un côté par la faim, de l'autre par les saletés. Les chiens déchiquetaient les morts, personne ne les enterrait. Tout alentour sentait mauvais. Après 6 heures de marche, nous sommes arrivés à Amman. Là, nous avons été surpris. Les gens mangeaient des sauterelles. Quant aux mourants, on ne pouvait pas les compter. Bref, nous avons monté la tente, mais à quoi bon? Mon père était très malade. Cet épisode se situe dans le journal avant l'arrivée à Dérésor, puisque le père n'y arrive pas. Mon père était très malade, il ne pouvait plus se déplacer. Alors l'un d'eux s'est mis à frapper mon père à la tête. Mais à quoi bon? Que devient un homme gravement malade qu'on bat à coups de bâton? 6 jours plus tard, le jour du décès de mon père, alors le traducteur fait remarquer que à quoi bon que devient un homme gravement malade qu'on bat à coups de bâton? Après, le texte passe tout de suite 6 jours plus tard, c'est-à-dire que 6 jours plus tard, le jour du décès de mon père, donc le texte ne transcrit pas la mort. On arrive tout de suite 6 jours plus tard. Le jour du décès de mon père, ils ont de nouveau déporté.
À Raqqa, les gens mouraient partout de faim. J'ai fait de nombreuses coupures. On ne pouvait pas rester à l'intérieur de l'auberge. Tout sentait la pourriture. Nous n'avions plus d'argent. C'est pourquoi nous avons commencé à manger des herbes. Nous avons essayé de continuer ainsi pendant un mois, mais on a vu qu'on allait mourir. On faisait à peine 2 pas et on tombait par terre. Ma mère a réfléchi. Moi, pour mourir, je mourrai. Vous, il ne le faut pas. C'est ainsi qu'elle nous a donné, nous deux, aux Arabes. Je dirais, c'est ainsi que je suis vivante. C'est grâce à cette grand-mère que je n'ai pas connue. Alors, pour ce qui est du pittoresque des campements arabes, tout à l'heure, Yves Ternon vous a dit que vers la fin du trajet de déportation, un des chefs de cette extermination était un peu allié avec les Arabes. Et ce qui explique que les campements arabes faisaient partie, les Arabes étaient relativement favorables, ont sauvé beaucoup d'Arméniens, puisque mon père a été donné à des bédouins arabes qui l'a nourri pendant 1 ou 2 ans. Après, c'est une histoire très intéressante. Après, il a été retrouver sa mère qui n'était pas morte, il l'a ramené au campement, et c'est le jeune garçon de 15 ans qui a nourri sa mère. Donc je vais terminer par ce regroupement moins accablant qui laisse poindre l'humour sous la plume d'un satiriste redouté et voir à côté des scènes du plus grand dénuement le pittoresque et parfois l'hospitalité, le maintien de l'humain dans les campements arabes. Donc Odian. J'ai soudain vu un arabe venir face à moi. « Qui es-tu » me demanda-t-il. « Je suis un pauvre Arménien malheureux et malade. »« Où as-tu pris ce manteau ?» J'ai été dépouillé en chemin, ils m'ont laissé tout nu. J'ai rencontré un vieux berger qui a eu pitié de moi, qui m'a donné ce manteau. « Tu mens, c'est toi qui l'as volé, ce manteau !» s'écria l'homme brandissant sa massue munie d'une boule de fer. « Je vous jure que je dis vrai. Enlève vite ce manteau. Je vous en supplie, je n'ai rien d'autre à mettre. Enlève-le ou je t'écrase la tête. » J'ai remis le manteau à cet homme. Ma joie n'avait duré que 2 heures. À présent, je n'avais plus pour tout vêtement que le mouchoir noir noué sur ma tête. C'est dans cet état que j'ai poursuivi ma route presque en courant et que je suis arrivé au campement. Je suis entré dans la première tente qui s'est présentée à moi, après m'être noué autour de la taille le grand mouchoir qui me tenait lieu de couvre-chef. Les quelques femmes qui se tenaient là se mirent à crier et à hurler en me prenant pour un fou, car dans les pays arabes, les fous se promènent souvent tout nus. « Un fou !» s'écriaient ces pauvres femmes affolées. Des gens des tentes voisines vinrent se regrouper. Heureusement, la folie chez les Arabes est un signe de sainteté. Personne, par conséquent, ne m'agressa, d'autant plus qu'ils virent que je n'étais pas un fou dangereux, mais bien quelqu'un de tout à fait tranquille. Je leur ai dit que j'étais arménien et qu'on m'avait dépouillé en cours de route. Ils me chassèrent de la tente. Je suis allé voir dans une autre où l'on me réserva le même accueil. Le fait de ne pas avoir de vêtements les effarouchait et ils ne voulaient pas recevoir quelqu'un qui était tout nu. Je suis finalement allé dans une grande tente où était assis un respectable vieillard qui semblait être le chef de tribu. Cet homme se révéla être plus hospitalier que les autres et jeta sur moi un vêtement pour couvrir ma nudité. Ça fait parfois penser à d'autres récits bibliques ou homériques. Donc, Varlam Altounian, l'arabe nous a montés sur son âne. Donc, c'est l'arabe à qui sa mère a confié lui et son frère. Mais le frère est parti avec un autre arabe. L'arabe nous a montés sur son âne. 6 heures plus tard, nous sommes arrivés à son campement. Il nous a donné du pain. Nous avons bien mangé. Il m'a pris dans sa tente. Quant à moi, j'ai pris des forces de jour en jour. L'homme m'a dit « Toi, tu vas être berger ». J'ai commencé mon travail. Avec le temps, l'homme m'a pris en affection. Le soir, je suis arrivée au lieu du campement. On m'a dit « Où étais-tu » Oui, c'est parce qu'il est parti chercher sa mère, donc j'ai sauté un passage. Et il revient au campement.
Le soir, je suis arrivée au lieu du campement. On m'a demandé « Où étais-tu ? Où t'es parti ?» J'ai commencé par ne pas répondre. Sur ça, l'arabe m'a apporté du pain. J'ai mangé à ma faim. Il m'a apporté aussi une tasse de lait. J'ai bu. Mon esprit m'est revenu. Alors j'ai dit ce que j'avais fait, que j'étais allée voir ma mère. Cet homme m'a dit « Mon enfant, moi je veux te garder comme mon fils. Tu vois, je n'ai pas d'enfant. Tu es mon fils. » Fin de citation. Si vous voulez, ce qui m'a beaucoup troublée dans les deux lectures, qui sont très différentes, c'est qu'il y a des situations analogues, des descriptions analogues, des toponymes analogues, avec un style évidemment différent. Est-ce que j'ai le temps de... Un petit peu. Bon, je vais vous lire un ou deux extraits, les deux premiers extraits concernant la perte de l'identité et la perte du lieu de travail. Donc je reviens à ce qui aurait été mon premier rapprochement, que je ne vous ai pas lu parce que je tenais absolument à vous lire Der Zohar et les campements arabes qui sont plus agréables à lire. Donc Yarvan Dodian écrit « Il y avait au minimum une arménienne chez chaque policier, chaque militaire, chaque fonctionnaire. » Il s'agit des arméniennes islamisées. Pour la majorité d'entre elles, ces femmes étaient originaires des régions de Boursa. Alors Boursa, c'est le lieu de mes parents. Ces femmes étaient originaires des régions de Boursa, de Harpet, mais il y avait aussi d'Adabazar, d'Ismit, de Bardizak, d'Aïtab, vous voyez tous les toponymes, etc. Quant aux petites filles, elles étaient déjà complètement arabisées et avaient perdu l'usage de leur langue maternelle. À El Boussera, une petite fille arménienne de 8 ou 9 ans se trouvait dans un campement dans un campement situé près du village. Quand nous nous exprimions en arabe, elle nous répondait, mais si nous parlions en arménien, elle restait silencieuse. Je dois vous dire que une des grandes motivations de mon écriture, c'est la perte de la culture, de la langue, de l'identité. Et en particulier le fait, comme l'écrit Shoshana Fellman, que les survivants sont dépouillés de la langue qui pourrait exprimer ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que la détresse la plus extrême quand on reste en vie, c'est tout de même de ne pas posséder la langue, c'est-à-dire l'instrument de la pensée pour dire qui l'on est. Nous lui avons demandé sa nationalité. « Je ne sais pas », répondit-elle. En fin de compte, elle reconnut être arménienne et raconta que son père avait été tué, que sa mère avait été jetée dans l'Euphrate. Elle avait pratiquement oublié l'arménien et s'exprimait avec difficulté. Il y a aujourd'hui en Mésopotamie sans doute 10 000 enfants, garçons et filles, qui ont connu le même sort. Alors voici Varlam Altounian dans le campement arabe. J'ai recommencé à travailler, à amener les moutons paître. J'ai appris parfaitement l'arabe, si bien que les Arabes ne pouvaient savoir si j'étais un Arménien ou un Arabe. Je disais que j'étais un Arménien. Bon, évidemment, lui, il avait 14 ans, c'est pas comme la petite fille qui a été prise très tôt. Je disais que j'étais un Arménien. 2-3 mois ont passé. Un jour, j'ai rencontré un Arménien qui mendiait. Vite, je l'ai appelé, je l'ai fait rentrer, je lui ai donné du pain et du yaourt liquide, je lui ai demandé « D'où es-tu » Il m'a répondu « Je suis de Boursa. »« Bon, mais de quelle partie ?»« Du centre, m'a-t-il répondu. »« Et toi, tu es d'où ?»« Je suis aussi de Boursa. Je suis le fils d'Abraham Hara, l'épicier, ai-je dit, et aussitôt, mon nom est Varlam. » Je dois m'arrêter là ?